Bienvenue dans ce 12-13, voici les grands titres de cette actualité. Les FDLR relocalisés à Kisangani sont installés au camp Baouma. Ces combattants rwandais sont en province orientale pour un bref séjour avant de se rendre à Irebu dans la province de l'Équateur. Ils sont au nombre de 215. Le syndicat autonome des magistrats du Congo s'est rallié aux magistrats indépendants pour poursuivre la grève jusqu'à ce que les autorités compétentes vont répondre à leurs revendications contenues dans un cahier de charges. Les conducteurs des véhicules étrangers incendiés à Kasumbalesa sont montés au créneau pour demander aux autorités congolaises de résoudre leurs problèmes, notamment concernant leurs passeports et visas partis en fumée. Les combattants rwandais sont enfin arrivés hier jeudi à Kisangani. Au total, 215 dont 56 combattants et 159 dépendants ont été amenés au camp Baouma où toutes les dispositions sont prises pour un bref séjour avant de se rendre à Irebu dans la province de l'Équateur. Le premier et le second groupe sont arrivés respectivement de Kanyabayonga, Nord Kivu et Walungu, Sud Kivu. Les détails dans ce reportage de Dalan Onolongo. Au total, 215, c'est le nombre de ceux qui sont hébergés à dater de ce jeudi au camp général Baouma, ex-camp base de Kisangani, choisi comme site de transit des FDLR. Il s'agit de 56 combattants et 159 dépendants, c'est-à-dire femmes et enfants. Ils sont tous des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Le premier groupe est venu du site de cantonnement de Kanyabayonga dans le nord Kivu et le second a été cantonné au site de Walungu dans le sud Kivu. Après la descente d'avion, les combattants FDLR et leurs dépendants montent à bord des bus direction au camp Baouma où toutes les dispositions sont prêtes afin de les accueillir pour un séjour de quelques jours avant de se rendre à Irebu dans la province de l'Équateur. Le ministre provincial de l'Intérieur, Molisso Nendolo, le chef de bureau de la MONUSCO, Madame Aïssetou Sanogo, et les responsables de différents services spécialisés, notamment le DDRRR de la mission onusienne, ont été présents à l'accueil de ce premier groupe des FDLR. La prochaine arrivée est annoncée pour samedi. Et à Goma, au Nord Kivu, des casques bleus ukrainiens de la MONUSCO sont accusés du trafic des uniformes de l'armée congolaise. Le porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Félix Bass, nie toute implication de la mission dans un quelconque trafic de ce genre. Cependant, il a affirmé que l'officier ukrainien incriminé a reconnu avoir cherché à acheter 6 uniformes de la garde républicaine congolaise. Après son interpellation, l'officier ukrainien a dit aux enquêteurs qu'il voulait acheter ces uniformes pour les utiliser à la chasse à son retour dans son pays. Mais l'enquête déterminera si cette déclaration est exacte ou tronquée, a précisé Félix Bass. Pour plus des précisions, nous avons joint le colonel Amouli, porte-parole de l'armée dans le Nord Kivu. Les faits sont tels qu'il y a des éléments qui étaient commis à la garde au niveau de l'aéroport qui ont vu un mouvement suspect entre un civil et un équipage des Ukrainiens. Et c'est ainsi qu'ils voulu fouiller les bus. Ils ont trouvé qu'il y avait un civil dedans avec quelques tenues militaires de la garde républicaine. Et ils nous ont alertés pour venir constater. Ça serait un peu tôt de vous donner les conclusions des enquêtes. Nous sommes juste au début. On est en train d'attendre les parties en présence. Le moment venu, nous allons partager avec vous les conclusions. Je vous dis, nous allons vous donner les conclusions quand nous aurons fini. Pour l'instant, je ne saurais pas vous donner les détails quant à ça, mais au moins je vous décris les faits tels que ça s'est passé. Nous savons que notre tenue se retrouve par-ci par-là entre les mains des groupes armés et c'est ce qui fait à ce que la population puisse comprendre que lorsqu'il y a un malfrat qui est pris en flagrance et qui porte une tenue militaire n'est pas nécessairement le FARDC. C'est pourquoi nous sommes en train de nous atteler pour pouvoir dénicher tous ces réseaux-là. 236 cas de violation des droits de l'homme ont été commis au mois d'octobre dernier en République démocratique du Congo selon le BCNUDH. C'est ce qui ressort du nouveau rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme rendu public mercredi à Kinshasa. Fanny Anifa Kassimwana nous en parle.
Ce nouveau rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme révèle que 236 cas de violation des droits à la vie, à l'intégrité physique et autres ont été commis entre le 1er et le 31 octobre en RDC. Selon ce document, le pays a connu une hausse assez significative des violations des droits de l'homme au cours de ce dernier mois, soit 57% par rapport au mois de septembre 2014. Le BCNUDH affirme dans son rapport que la majorité de ces violations ont été commises par les éléments des forces armées de la RDC, de la police nationale, mais aussi par les groupes armés comme les rebelles burundais de la LRA, les Ougandais de l'ADEF et autres. Les types de violations les plus rapportés sont les atteintes au droit à l'intégrité physique pour 88 violations qui ont occasionné 171 victimes, suivies des atteintes au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes, ainsi qu'au droit à la propriété. Le rapport souligne que les provinces les plus touchées restent le Nord et Sud Kivu, ainsi que la province orientale. Les éléments des groupes armés ont été responsables de près de 111 violations au mois d'octobre. Il faut signaler qu'en septembre, le BCNUDH avait recensé 150 cas de violation des droits de l'homme contre 257 cas au mois d'août. Les magistrats poursuivent leur mouvement de grève. C'est la décision prise hier jeudi au cours de l'Assemblée générale tenue au Palais de la Justice. Le syndicat autonome des magistrats du Congo s'est rallié aux magistrats indépendants. Ils vont déposer un nouveau cahier de charges aux institutions du pays. C'est à l'issue de la réponse à ce cahier de charges que la levée de la grève pourra être connue. Je pense que le bilan il est positif. La grève va être poursuivie et vous venez de suivre. Les magistrats ont décidé qu'il y ait quelque part un service minimum parce qu'on ne doit pas se comporter en irresponsable comme les autres le font. Nous devons nous assurer que les gens détenus sont légalement détenus, que leur détention est régulière. Voilà, c'est une obligation des magistrats et nous voulons nous montrer responsables à ce point de vue. Les magistrats n'ont pas donné la date. Je pense qu'incessamment, compte tenu de l'évolution et des contacts que nous allons désormais prendre en déposant le nouveau cahier de charges auprès des institutions nationales, notamment la présidence, le Premier ministre et les autres institutions attitrées, nous pourrons, compte tenu de cet avancement-là, fixer la date et la fin de la grève. Le Sinamac n'a jamais été suspendu. C'est nous-mêmes qui nous étions tus pour mettre à l'épreuve toutes les autres formations qui se disaient syndicales, que nous savions des créatures. Donc le Sinamac n'a jamais été suspendu. Et c'est que l'information que je vous donne est que le mouvement en fait est venu de manière sectorielle de nos membres qui font partie de ces secteurs-là. Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, nous sommes un syndicat autonome, c'est-à-dire que toutes nos sections, à quelque niveau qu'ils se trouvent, sont libres d'engager un mouvement, quitte au comité national de l'endosser. Vous venez là de suivre le Sinamac par la bouche de son président Sambaï Mutenda au micro de Neftali Bouamoutala Ousseni et Sylvain Bété. Examiner et évaluer la mise en œuvre des activités prévues dans le plan de travail 2013-2014 dans le partenariat entre la RDC et l'UNICEF, c'est l'objectif des travaux de la revue annuelle 2014 de Kinshasa. Pendant 3 jours, les participants aux travaux ont réitéré leur engagement à œuvrer pour l'amélioration de la situation de l'enfant et de la mère en RDC. Neftali Bouamoutala et Sylvain Bété. C'en est fini avec la semaine de la réussite organisée du 13 au 27 novembre 2014 à Kinshasa par le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue. Cette cérémonie a coïncidé avec la célébration du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant et du 5e anniversaire de la loi portant protection de l'enfant. Pour ce faire, la salle des spectacles du collège Boboto était prise d'assaut par des enfants, encadreurs et partenaires qui travaillent pour l'amélioration des conditions de l'enfant en RDC. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a à l'occasion lancé une double cérémonie. Au centre de ses assises, la campagne d'enregistrement de l'enfant à l'état civil. Cette campagne concerne particulièrement les enfants réunifiés par des différentes structures membres du REIGER.
Pour le REGER, l'objectif est de soutenir et d'encourager l'enregistrement des enfants à l'état civil afin que ce dernier ait droit à la nationalité. Le REGER félicite et remercie tous les acteurs impliqués pour le succès de la semaine de la réussite et réitère sa volonté et son engagement de soutenir le gouvernement congolais dans la recherche des solutions durables pour le bien-être des enfants. Enfin, par la richesse de son contenu, cette journée nous invite à communiquer ce qu'il y a de plus cher dans la vie des hommes. Nous avons cité l'amour. À cette occasion, oui, chacun et chacune de nous, le matérialiser à l'endroit de nos enfants. Il faut signaler que des diplômes de reconnaissance ont été remis aux enfants et ont pris part aux activités organisées à leur intention. Les collectivités congolaises seront en partenariat avec celles de la France. Les premières assises de coopération décentralisée entre la France et la RDC discutent de cette matière. Elles ont été ouvertes le jeudi par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguez-Mance, Patrick Isso, Boguessé, Bokuma. Elles sont les premières à être organisées en RDC, ces assises, orientées vers la coopération décentralisée entre les collectivités françaises et congolaises, se veulent un véritable cadre de réflexion pour booster les territoires décentralisés de la RDC vers les développements harmonieux. Le représentant du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a pris la parole en premier, a souhaité la bienvenue à tous les participants. Pour sa part, la présidente du collectif des émigrés français originaires de la RDC a signifié la présence de sa structure à ces assises. Il est question, a-t-elle dit, de chercher le rapprochement entre la France et la RDC. De son côté, le représentant de l'ambassadeur de France au Congo Kinshasa est resté très enthousiaste à l'idée de reconnaître que la coopération décentralisée reste le vecteur important de l'influence de son pays à travers le monde. Ainsi, le ministre congolais de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a salué l'apport considérable de toutes ces structures dans le développement de la RDC. Richard Mouyej a noté l'engagement du gouvernement central dans la mise en œuvre et la réussite de la décentralisation définie comme mode de gestion dans la constitution de la RDC. Par la décentralisation, les provinces et les entités territoriales décentralisées se voient investies de nouvelles responsabilités souvent complexes auxquelles elles doivent s'adapter de manière progressive. À cet égard, ce genre d'échange permettrait de soutenir l'effort d'adaptation et de renforcer les compétences. Par cet atelier, le gouvernement entend vous donner un cadre de réflexion et d'échange, de manière à vous permettre d'exercer cette compétence dans l'ordre. Notre souhait est de voir les collectivités territoriales se mettre aux côtés d'autres collectivités locales dans la sphère de leurs compétences respectives pour échanger et travailler sur les questions d'intérêt commun. Ces travaux qui dureront 3 jours permettront aux collectivités congolaises de nouer des partenariats solides avec celles de la France, d'où l'appel du ministre de l'Intérieur de présenter des véritables défis pour le développement. Le Parti écologiste congolais PECO organise depuis jeudi la première conférence des partis verts d'Afrique centrale. Objectif, fédérer les partis et mouvements politiques évoluant dans le domaine de l'environnement autour des objectifs communs. Didas Pembe, président du PECO, a émis le vœu d'une nouvelle dynamique des partis verts d'Afrique centrale. Georges Bakabakangese Mantolou nous en parle. La première conférence des partis verts d'Afrique centrale a bel et bien été ouverte. Initiée par les partis écologistes congolais PECO, sous la houlette de Global Greens et de la Fédération des Verts mondiaux, ces assises de 2 jours regroupent 6 pays d'Afrique centrale, la RDC, le Congo-Brazza, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. La rencontre entend fédérer les partis et mouvements politiques évoluant dans le domaine de l'environnement autour des objectifs communs. Cet objectif global tient à créer la solidarité au sein des partis verts d'Afrique centrale et lutter pour le respect et la préservation de l'écologie dans toutes ses formes.
Ces travaux aboutiront à l'élaboration des nouveaux statuts et à la mise en place de ces organes. C'est dans cette optique que le président national du PECO, Despembe, a renouvelé sa volonté de voir les partis politiques verts d'Afrique centrale évoluer dans une nouvelle dynamique. Pour cela, nous devons mettre en place nos statuts ainsi que le règlement intérieur. Ça, c'est l'objectif premier avant d'aborder le fond de notre démarche, à savoir mettre en place une politique commune et cohérente, faire triompher l'idéal écologique dans le modèle politique africain. Avant tous ces aspects-là, nous devons d'abord asseoir un aspect juridique. Un élément important, c'est d'abord l'existence et la reconnaissance comme telle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons quelque chose d'extraordinaire qui est le bassin du Congo. Le bassin du Congo renferme les écosystèmes les plus riches, je pense, de cette planète. Intervenant à l'ouverture de la conférence, le ministre de l'Environnement, Bavand Samputu, a exposé sur la problématique du changement climatique et l'importance des forêts primaires. Les résolutions des travaux de cette première conférence de la Fédération des Verts d'Afrique centrale seront rendues publiques ce vendredi. Les forêts de la RDC représentent plus ou moins 145 millions d'hectares, couvrant environ 10% de forêts denses de la planète Terre et plus de 60% des forêts du bassin du Congo. Les forêts congolaises sont constituées des écosystèmes riches en biodiversité avec des espèces emblématiques et endémiques. Ces forêts représentent le deuxième poumon du monde après les forêts amazoniennes. Les détails dans ce dossier d'Abdoul Soko et Sylvain Bété. Outre son importance écologique, les forêts de la RDC jouent un rôle économique et social capital, non seulement pour l'État congolais, mais aussi et surtout pour les communautés locales et les peuples autochtones. Elles abritent entre 40 et 60 millions de personnes qui en dépendent pour leur survie. Ces forêts, classées seconde forêt humide en termes de taille après l'Amazonie, jouent un rôle vital dans le contrôle du changement climatique. Elle stocke plus de 8% du carbone mondial, ce qui fait de lui le 4e plus grand réservoir de carbone forestier du monde. Elles sont constituées des écosystèmes riches en biodiversité avec des espèces emblématiques et endémiques. Compte tenu de l'importance des forêts congolaises au niveau national et international, le gouvernement de la RDC a fait de leur gestion une préoccupation majeure. La disparition de ces forêts causerait des problèmes non seulement au pays, mais aussi à la planète Terre. Pour faire face à cette question, le gouvernement congolais a entamé depuis 2002 des réformes dans le secteur forestier avec l'élaboration et la promulgation de la loi 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier. Cette réforme légale a engendré plusieurs innovations adaptées à la gestion forestière avec des nouvelles exigences légales, un nouveau contexte national et des obligations pour une gestion durable au niveau international. Ainsi, l'État congolais, après avoir décrété le moratoire sur l'octroi des nouvelles concessions forestières industrielles et institué plusieurs processus qui doivent concourir à la mise en application du nouveau code forestier. Au nombre de ces processus, on cite la conversion des anciens titres forestiers en contrats des concessions forestières, le zonage forestier, l'extension des aires protégées, la foresterie communautaire et la revue institutionnelle du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Il faut ajouter à ceci le processus relatif aux mécanismes innovants de gestion durable des forêts et de la RED+. Voir l'avenir des forêts de la RDC. Parce que nous avons comme l'impression que les réformes qui se conduisent n'aboutissent pas. Beaucoup de réformes sont presque en panne, sont bloquées. Dans l'entretemps, les négociations entre la RDC et l'Union européenne sur l'accord des partenariats volontaires relatifs à la gouvernance et aux échanges commerciaux sur l'application des réglementations forestières des bois et produits dérivés sont bloquées pour des raisons inavouées. RDC pour assurer et assister les gouvernements d'améliorer la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur forestier. Donc la lutte pour les forêts, c'est aussi la lutte pour la vie des peuples. Soucieux de l'avenir des forêts congolaises, le ministère de tutelle a relancé le processus de foresterie communautaire avec la promulgation le 2 août 2014 du décret fixant les modalités d'attribution des concessions forestières aux communautés locales. Son arrêté portant modalités de gestion et d'exploitation fait encore l'objet des concertations interminables entre les parties prenantes avant sa signature par le ministre ayant en charge les forêts. La réforme a été conçue pour justement
faire en sorte que la population essentiellement puisse tirer les bénéfices légitimes de la forêt, légitimes parce que c'est depuis longtemps qu'ils tiennent ces forêts, qu'ils les conservent. Et donc c'est maintenant le moment, il faut faire en sorte qu'on puisse mettre en place un certain nombre de dispositifs qui permettent à ce que la population puisse valablement tirer profit et envisager l'avenir avec beaucoup de progrès. Pour les organisations de la société civile, le plus grand déficit du secteur forestier demeure encore le manque d'une politique forestière dans laquelle s'inscriraient toutes les réformes. Celle-ci circonscrirait les actions à mener de manière chronologique. L'objectif est d'aboutir à la gestion durable des forêts pour une contribution effective du secteur au produit intérieur brut, à la lutte contre la pauvreté et à la promotion des droits des communautés locales et des peuples autochtones. Il faudrait que la RDC soit à la hauteur de ce que sa forêt peut apporter au monde entier. Mais alors, ça doit faire aussi que les différentes réformes qui sont en train d'être conduites, qui sont en train d'être appliquées, se fassent avec beaucoup d'attention pour aboutir à des résultats. Malgré la volonté exprimée par le gouvernement congolais de gérer durablement le forêt, rien ne rassure sur le devenir de ces forêts. Pour preuve, plusieurs cas d'illégalité flagrante et répétée, sans sanctions sévères et dissuasives, sont observés dans l'exploitation forestière. Ajoutez à ceci des cas de violation des droits humains en milieu rural et des cas de perte fiscale imminente liée à la mauvaise gouvernance dans le secteur forestier. Parlons à présent de l'intégration économique au service du développement durable. L'exemple de l'Afrique centrale, c'est le titre d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Larcier. Il est l'œuvre du professeur Jean Mbouyou Luyongola. L'ouvrage baptisé le jeudi par le ministre intérimaire de l'ESURES dresse un état des lieux du fonctionnement des organisations économiques mises en place avec le concours de l'Union africaine. Voyez ces images de Ben Mondo commentées par Georges Bakabaka. C'est une séance académique de vernissage d'un livre qui était initialement la dissertation doctorale de maître Jean Mbouyou Luyongola. L'intégration économique au service du développement durable, l'exemple de l'Afrique centrale, est une œuvre qui appelle le processus de l'intégration économique dans la partie centrale du continent noir en montrant ses progrès ainsi que ses balbutiements dus principalement à certaines embûches et de nombreux obstacles sur le chemin du développement. L'intégration économique de l'Afrique s'impose donc et les stratégies qu'elle implique doivent être prises de manière courageuse. Mais ces stratégies elles-mêmes ne peuvent être efficaces que si elles sont portées par l'idéal panafricaniste, celle de Kwame Nkrumah, celle de Samir Amin, celle de Nelson Mandela, celle de Mzee Laurent Désiré Kabila, celle de Joseph Kabila aujourd'hui. Cet ouvrage, baptisé par le ministre AI de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique, s'adresse donc principalement au secteur de l'économie et de l'environnement. Pour moi, ministre, cet ouvrage, c'est véritablement un instrument de travail. Et je tiens ici à réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République d'aller vers le chemin la gestion durable et efficiente des ressources naturelles. Le professeur Eugène Deschaux, doyen honoraire de la faculté du droit de l'UNIKIN, a loué l'apport scientifique de ce livre. Je trouve dans ce livre l'idéal qui m'anime depuis longtemps, le panafricanisme de combat contre toute marginalisation et chosification des Africains pour la naissance et l'émergence de l'Afrique, en fait de compte pour l'intégration politique, économique et sociale culturelle de l'Afrique des États. Le livre a été vendu comme des petits pains au prix promotionnel de $100 américains. Son prix réel est de 91 €. À Kasumbalesa, dans la province du Katanga, par contre, un autre incendie d'un camion-citerne a été maîtrisé le jeudi. Pendant ces temps, les chauffeurs étrangers sinistrés du dernier incendie montent au créneau. Ils demandent aux autorités compétentes de résoudre leurs problèmes, surtout en ce qui concerne les documents de séjour, passeports et visas consumés par le feu. Jean-Claude Mukenga, notre correspondant, nous en dit un peu plus.
Ces chauffeurs étrangers disent avoir perdu tous leurs documents de bord. Ils parlent de visas et passeports. Selon eux, ces documents ont été calcinés lors de l'incendie qui s'est déclaré lundi dans l'entrepôt de la DGDA à Whisky, quartier situé à environ 7 km de la douane de Kasumbalesa. Ils sont au total 48, dont 34 Tanzaniens, 8 Zambiens et 6 autres Sud-Africains, ont indiqué les sources des droits de l'homme de Kasumbalesa. Ces chauffeurs étrangers disent être bloqués pour regagner leur pays d'origine très respectivement. Ils l'ont fait savoir ce matin au cours d'identification des nombres de dégâts matériels et pertes en vies humaines enregistrés les jours de l'explosion par les autorités tanzaniennes et les ministres provinciaux congolais, notamment des transports et voies de communication près du gouvernement et les vice-gouverneurs du Katanga. Pour les services de sécurité aux frontières, le gouvernement provincial a signé un accord avec Pacific Trading pour dommager ces chauffeurs victimes de l'incendie. Interrogé, le chef des postes de la DGM Kasumbalesa affirme avoir déjà parvenu la liste de ces chauffeurs étrangers de traque en paix des documents à sa hiérarchie. CPILR espère la réaction de retour dans un délai très bref. En rappel, cet incendie avait causé plusieurs dégâts dont les sources officielles parlent de 48 véhicules inflammés, des morts et une dizaine de blessés, bilan définitif selon ces sources. Cet après-midi, il y a eu autre tentative de l'incendie dans les sites des véhicules citernes. Le coordonnateur du Pacific Trading Kasumbalesa explique que les étincelles ont jailli au démarrage d'un track citerne causant ainsi le feu. Incendie maîtrisé par les agents de Pacific Trading et conducteurs de camions poids lourds. Aucun des cas n'est enregistré selon le responsable de Pacific Trading Kasumbalesa. Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTGA. Le Congrès national congolais a organisé une rencontre entre les sectionnaires du 10 partis pour sensibiliser à plus d'adhésion de nouveaux membres en vue d'une forte participation au processus électoral prochain. Reportage José Olitoma Ketchins-Kapankala. C'est une réunion spéciale entre le président national du Congrès national congolais et les sectionnaires de cette formation politique. À l'ordre du jour, la sensibilisation à plus de mobilisation en vue d'une forte adhésion des nouveaux membres à la base. Ajoutez à cela l'implication des sectionnaires du parti au processus électoral. Ils doivent travailler de sorte à aligner des bons candidats au scrutin local, municipal et urbain afin que le parti ait beaucoup d'élus. Recommandation de Pius Mwabilumba Yumukala, président national du Congrès national congolais, résumé par Harold Badibanga, porte-parole adjoint du parti. La redynamisation voulait tout simplement dire que la République démocratique du Congo s'approche des échéances électorales et la victoire au processus électoral dépendant de la base du parti, il a été de bonne politique pour le Congrès national congolais. Il échangeait à bâton rompu avec les sectionnaires du parti pour non seulement trouver des voies et moyens pouvant lui permettre d'avoir une victoire écrasante au niveau des élections locales, municipales et urbaines qui s'approchent, mais aussi pour que chacun arrive à donner ce qu'il peut en termes de stratégie à monter. Donc quelques recommandations leur ont été faites. La sensibilisation à l'adhésion massive, apprêter les listes électorales par chaque commune, mais aussi la sensibilisation dans les coins et recoins de leur commune, non seulement par rapport à la mobilisation et l'initiation au parti, mais aussi pour que le parti qui n'était pas ce qu'il est, arrive à être demain ce qu'il n'est pas aujourd'hui, étant donné que le lendemain du Congrès national congolais s'annonce très meilleur, parce qu'il faut toujours le noter, comme le camarade président national l'a toujours dit, nous sommes un parti politique de masse dans lequel se retrouve tout le monde sans distinction aucune. Cette camaraderie qui s'apparente à la familiarité doit nous caractériser pour un lendemain meilleur. Cette réunion a rencontré l'assentiment des sectionnaires du parti qui ont promis chacun de mouiller davantage le maillot pour plus d'efficacité. Le Congrès national congolais, parti de gauche, réalité vivante en RDC, entend aller encore et toujours de l'avant pour le bien du peuple congolais. En santé, un essai clinique du premier vaccin expérimental contre le virus Ebola a eu lieu aux États-Unis, testé sur les adultes au centre hospitalier universitaire vaudois. Ce vaccin a fourni des premiers résultats prometteurs. Des essais cliniques des phases 2 et 3 seront menés en Afrique de l'Ouest en 2015. Fanny Anifa Kassemwana.
Il s'agit peut-être d'un tournant décisif dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Un vaccin testé sur des adultes aux États-Unis d'Amérique aurait donné des résultats satisfaisants. En se basant sur des résultats positifs du premier essai clinique du vaccin, l'Institut des allergies et des maladies infectieuses indique qu'il continue à poursuivre ses efforts en vue de mener des essais avec un plus grand nombre de personnes pour établir son efficacité. Il explique envisager en outre de mener ces essais cliniques dits de phase 2 et 3 en Afrique de l'Ouest en 2015. Co-développé par l'Institut des allergies et des maladies infectieuses et un laboratoire britannique, ce vaccin dénommé CHAD3 GlaxoSmithKline a été testé avec 20 volontaires en bonne santé de 18 à 50 ans. Le vaccin est composé des éléments génétiques provenant de 2 souches du virus Ebola, à savoir au Soudan et en RDC, acheminés par un adénovirus responsable du rhume chez les chimpanzés, un agent inoffensif pour l'homme. Les 20 volontaires ont produit des anticorps dans les 4 semaines après avoir été vaccinés. Le vaccin n'a pas provoqué d'effets secondaires graves chez les patients, selon les chercheurs. Le vaccin CHAD3 est aussi resté en phase 1 avec 60 volontaires au Royaume-Uni et fait également l'objet d'un essai clinique sur des adultes pour le compte de l'Organisation mondiale de la santé. De cette belle voix d'Esther Mpezomba, passons au rappel des titres. Les FDLR relocalisés à Kisangani sont installés au camp Baouma. Ces combattants rwandais sont en province orientale pour un bref séjour avant de se rendre à Irebu dans la province de l'Équateur. Ils sont au nombre de 215. Le syndicat autonome des magistrats du Congo s'est rallié aux magistrats indépendants pour poursuivre la grève jusqu'à ce que les autorités compétentes vont répondre à leurs revendications contenues dans un cahier de charges. Les conducteurs des véhicules étrangers incendiés à Kasumbalesa sont montés au créneau pour demander aux autorités congolaises de résoudre leurs problèmes, notamment ceux concernant leurs passeports et visas partis en fumée. On est ensemble pour le 12-13. On se retrouve après cette tranche. Le 12-13 continue pour sa seconde partie. Il reçoit Bernadette Kamango, notre consoeur, avec qui nous allons parler du 15e sommet de la francophonie qui s'ouvre déjà demain à Dakar. Bonjour Bernadette. Bonjour Suzy. Quel est le thème retenu pour ce 15e sommet de la francophonie qui se tiendra demain à Dakar? Bon, avant de parler de ce thème, je rappellerai quand même qu'à Kinshasa, en 2012, donc du 13 au 14 octobre 2012, Kinshasa avait abrité ce sommet. Et le thème qui avait été retenu à l'époque, c'était francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Oui, le chef de l'État, Joseph Kabila, va céder son bâton de commandement. Mais qu'est-ce que tu as retenu de son mandat? Bon, on peut dire que son mandat quand même a été largement positif, hein, puisqu'on a quand même, il y a eu quand même quelques suites. Par exemple, ce qui me vient directement à la tête, c'est le sommet des femmes francophones, et puis dernièrement le sommet des mères francophones, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une suite à ce sommet, ce 14e sommet, et puis à côté de ça, il y a eu beaucoup d'activités qu'on ne pourra pas reprendre, mais pour moi personnellement, je pourrais retenir le logo qui avait été conçu à l'époque, donc un okapi avec beaucoup de dessins autour. Ce qui m'a particulièrement frappé autour de ce logo, c'est parce que il faut retenir que ce logo avait été justement dessiné par une dame, une maman, et je peux citer son nom, qui s'appelle Suite Bumba et que j'ai eu à rencontrer. C'est vrai, bon, c'était bien, elle a pu travailler, et puis ce qui m'avait frappé en elle, c'est qu'elle m'avait aussi confié que quand elle a conçu ce logo, elle a été reçue, mais malheureusement, il semble que autour de cette récompense-là, certaines personnes étaient étonnées que ce soit une femme qui ait conçu un aussi beau logo.
Donc, mais pourquoi une polémique autour de ça? Je ne sais Pourtant, pas les pourquoi. femmes sont capables de faire plus. Exactement. Et justement, ça me permet de parler du thème de ce 15e sommet. Et c'est sûr que la RDC va participer là-bas, qui est justement femmes et jeunes, vecteurs de paix et de développement. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ce sommet? Bon, on peut retenir de ce sommet d'abord par rapport au thème, c'est qu'il servira surtout à rendre hommage à ces deux couches sociales, donc la femme et les jeunes, qui sont souvent marginalisés et souvent victimes des guerres et des conflits. Mais à côté de ça, il faut aussi se dire que ce sommet, donc c'est la deuxième fois aussi que Dakar le reçoit, puisqu'en 1989, Dakar avait pu recevoir un premier sommet. Mais concernant les thèmes, eh bien là, on parlera aussi, sera aussi question de la maladie à virus Ebola, puisque parmi les pays qui vont participer à ce sommet, il y a certains pays qui sont directement touchés par cette maladie. On peut citer par exemple le Mali. Et il y aura certainement d'autres sujets avec les chefs d'État, puisque les chefs d'État et les gouvernements de l'OIF seront invités à se réunir pour définir les prochaines orientations de la francophonie. Mais également, ils vont statuer sur l'admission de nouveaux pays membres à l'OIF. Mais qui sera le successeur d'Abdou Diouf? Oui, il faut dire que le grand événement qu'il y aura, c'est quand même un grand événement, c'est que Abdou Diouf, qui est âgé aujourd'hui de 78 ans, va tirer donc sa révérence. Et il faut rappeler qu'il il tire cette révérence après 3 mandats successifs de 4 ans, donc il a passé 12 ans à la tête de l'OIF et il avait succédé à Boutros Ghali à l'époque, le 20 octobre 2002, si je ne me trompe. Donc, ce qui fait que ça sera le 30 novembre qu'il va donc céder sa place. Qui va lui succéder? C'est encore difficile à dire, mais tout ce qu'on peut retenir de cette future succession, c'est qu'il y a déjà 5 candidats plutôt qui se présentent, donc qui portent leur candidature. Et on peut souligner particulièrement qu'il y a quand même une femme qui est l'ancienne gouverneure du Canada, Madame Michaëlle Jean, qui elle aussi donc a postulé à cette candidature et d'après les informations que nous avons pu recevoir, donc cette femme apparemment on parle quand même d'elle dans les couloirs. Mais comment se présente l'Organisation internationale de la francophonie en chiffres? Bon, en chiffres, on peut dire que dans le monde entier, c'est 274 millions de personnes dans le monde qui parlent le français, dont 55% se trouvent en Afrique et 37% se trouvent en Europe. Et concernant la RDC, eh bien la RDC est l'un des pays, pas l'un des pays, mais le pays africain dont la population parle le plus français, et surtout de par sa superficie. Oui, Bernadette Kamango, est-ce que tous les invités sont déjà à Dakar pour ce grand événement? Bon, tous les invités sont, en tout cas la majorité sont déjà là, puisque je crois il y a, si pas hier ou avant-hier, il y a d'abord eu la tenue concernant les préparatifs avec les ministres des Affaires étrangères qui se sont donc réunis déjà une première fois à Dakar dans le cadre des préparatifs. Aujourd'hui et certainement demain plutôt, c'est le tour des chefs d'État de venir petit à petit. Et donc, les gens vont répondre à ce grand rendez-vous. Mais pourquoi se focaliser sur la femme et l'enfant? C'est comme on le disait tout à l'heure, ce sont les premières victimes surtout des guerres, des conflits. Et puis, vous savez que ce sont souvent les couches sociales les plus fragilisées. Que ce soit, on est dans une période, d'ailleurs dans la semaine où on vient de célébrer justement la journée mondiale de la lutte contre les violences faites à la femme. Donc, vous voyez que quelque part... la femme est toujours considérée comme l'être la plus vulnérable à côté des enfants, à côté des jeunes, et surtout que concernant le continent africain, il faut dire que le continent africain sur le plan de la jeunesse représente pratiquement plus de 50%, donc où l'Afrique a une population jeune. Merci beaucoup Bernadette Kamango.
Voici les rappels des grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Les FDLR relocalisés à Kisangani sont installés au camp Baouma. Ces combattants rwandais sont en province orientale pour un bref séjour avant de se rendre à Irebu dans la province de l'Équateur. Ils sont au nombre de 215. Le syndicat autonome des magistrats du Congo s'est rallié aux magistrats indépendants pour poursuivre la grève jusqu'à ce que les autorités compétentes vont répondre à leurs revendications contenues dans un cahier de charges. Vous l'avez suivi, les conducteurs des véhicules étrangers incendiés à Kasumbalesa sont montés au créneau pour demander aux autorités congolaises de résoudre leurs problèmes, notamment ceux concernant leurs passeports et visas partis en fumée. Merci de nous avoir suivis et bon programme sur la RTGA World. Au revoir.